Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des infrastructures, l'investissement en infrastructures, enjeux et perspectives. Nous en parlons avec les spécialistes d'Infranity et Gilles Languen, qui est à mes côtés, cofondateur et managing partner d'Infranity. Bonsoir Gilles. Bonsoir, merci Grégoire. beaucoup d'être avec nous. Infranity, qui est donc un spécialiste de l'investissement en infrastructures, aussi bien en dette qu'en fonds propres, qu'en equity, Gilles. Mais justement, racontez-nous un peu l'histoire d'Infranity et qu'est-ce que l'histoire d'Infranity et le développement d'Infranity ces dernières années nous dit aussi de la croissance de ces marchés, de l'investissement en infrastructure. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Et puis, je vais en profiter pour redire un mot sur Infranity. Donc, Infranity continue de très bien se développer. Aujourd'hui, on gère environ 13 milliards d'euros pour le compte d'investisseurs institutionnels et aussi de clients privés. On est aujourd'hui leader en financement d'infrastructures à travers nos stratégies private debt en infra. Et puis, on a fortement développé notre activité private equity infra, donc investissement en equity, avec un positionnement assez clair sur le mid-market. Et puis, d'un point de vue géographique, on reste principalement investi en Europe, mais on a étendu notre activité à l'Amérique du Nord avec l'ouverture l'année dernière d'un bureau à New York. Alors, 13 milliards, je le disais, ça correspond à peu près à un doublement de nos encours ces 3 dernières années. Donc, on voit que la croissance est là. Et ce succès de ce développement, je dirais, il est dû essentiellement à notre modèle et puis aussi au positionnement stratégique qu'on a adopté en tant que spécialiste de la classe d'actifs, adossé à un grand assureur européen, Generali. En l'occurrence, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est un couple qui fonctionne bien, ça. Oui, ça se comprend quand on regarde les grandes évolutions de l'industrie asset management. D'abord, la croissance continue des marchés privés. Et puis, quand on regarde bien les marchés privés, à l'intérieur des marchés privés, à la fois la dette privée et l'infrastructure sont les 2 classes d'actifs qui croissent les plus vite. Et puis, d'autre part, ce partenariat avec un assureur, on voit bien que ça a été quelque chose de très recherché par les grands gérants de private equity qui ont cherché à nouer ce type de partenariat ou à s'adosser d'une manière ou d'une autre à des bilans d'assurance. Le modèle l'exemple le plus parlant, c'est probablement Apollo avec Athènes, mais KKR aussi, et même Blackstone. Qui viennent se nourrir donc du bilan des assureurs. Et donc ça a eu 2 impacts assez forts. Le premier, ça a été d'abord de nourrir leur croissance, d'avoir des accès à des actifs. Et puis d'autre part, ça a aussi modifié leur portefeuille d'activité parce que aujourd'hui, pour ces grands acteurs, du fait que les assureurs naturellement allouent une plus grande partie de leurs actifs à de la dette, ont développé fortement leur activité private debt. Et donc aujourd'hui, même pour ces grands noms du private equity, l'activité est plus étoffée. Aujourd'hui, le portefeuille est plus développé en private debt. Et ça, c'est vraiment à notre image Infranity, où on a ces 2 jambes, private debt et puis private equity. Et le potentiel de croissance, alors le remodelage, on va dire, de la composition des bilans, le remodelage, donc par conséquence du paysage aussi de la gestion d'actifs. Enfin, il y a encore pour dette privée, dette infra, il y a encore un potentiel de croissance inabouti, j'ai envie de dire, Gilles. Ouais, les projections disent que, encore une fois, ces 2 classes d'actifs, dette privée et infra, vont continuer de se développer et de croître plus vite, d'une part, que la moyenne des marchés privés. Et les marchés privés eux-mêmes sont appelés à croître plus vite que les marchés publics. Donc, on voit que le potentiel est bien là. Et puis, si je m'arrête plus spécifiquement sur l'infrastructure, enfin, les thématiques de fond, et on pourra en reparler, telles que la transition énergétique, l'investissement dans les infrastructures digitales, continuent d'alimenter un pipeline très, très dense. C'est ça. Un autre relais de croissance, et alors pour l'ensemble des actifs privés, du non-coté en général, c'est ce qu'on appelle donc le private wealth, les clients privés, avec certaines surfaces patrimoniales néanmoins. Après, on peut descendre sur des clients particuliers aussi. Enfin, il y a différentes stratégies de ce point de vue-là. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce relais de croissance chez Infranity et comment est-ce que vous avez envie, j'allais dire, de l'accompagner? Avec quel type de stratégie et de discipline aussi, peut-être? Oui, c'est une bonne question. Alors, on a très tôt, chez Infranity,
ouvert nos stratégies en infra à des investisseurs privés et on l'a fait dès 2020. Et si vous vous rappelez, à l'époque, c'était la loi Pacte, en s'appuyant notamment sur la capacité à distribuer ces thématiques d'investissement dans des contrats d'assurance vie. Évidemment, on avait un partenaire privilégié qui était Generali. Et on avait la conviction qu'il y allait avoir une demande très forte des investisseurs privés pour cette classe d'actifs parce que elle donne des cash flows stables, long terme, du rendement, on donne du sens à son épargne, des actifs tangibles, et donc on voyait le potentiel. Et puis d'un autre côté, il est clair que en France, on n'a pas de fonds de pension. Mais on a un taux d'épargne très élevé. Et donc, c'est important de mobiliser cette épargne pour l'investir dans l'économie, en particulier ce qu'on appelle l'économie réelle. Je voyais que les Échos titraient ce matin. C'est l'enquête de l'AMF, je crois. Voilà, c'est bien ça, sûr. Beaucoup d'épargne, avec toujours une appétence pour des placements plutôt sans risque, quand même. Voilà, exactement. Exactement. Ou en tout cas, sans risque, mais en tout cas, un souci de liquidité. Ouais. Et donc, pour mobiliser davantage cette épargne, c'était important de venir avec des solutions qui permettaient de générer un peu de liquidité. Et donc, effectivement, nous, on lance aujourd'hui une nouvelle génération de produits qui sont des fonds, ce qu'on appelle semi-liquides, open-ended, et qui permettent de donner des fenêtres de liquidité. Alors, il faut être clair, le sous-jacent reste moins liquide que sur les marchés publics, et donc ce n'est que semi-liquide. Je pense qu'il faut être assez pédagogue. Mais néanmoins, cette possibilité d'entrer et de sortir au cours de la vie de ces fonds attire quand même ces investisseurs privés, et ça permet de mobiliser davantage l'épargne pour ces stratégies d'investissement sur les marchés privés. Et en ajustant effectivement le degré de liquidité de ces stratégies, on arrive quand même à préserver une génération de performance suffisamment significative pour que les produits soient compétitifs, Gilles. Oui, alors effectivement, il faut trouver le bon équilibre entre avoir une poche de cash et puis la stratégie un peu plus pure, d'être investi sur ces actifs infrastructures en l'occurrence. Alors nous, on a justement cette spécificité d'être capable d'investir à la fois en equity et en dette. Vous savez que la dette quand même donne de la liquidité parce que y a des coupons, parce qu'il y a du principal qui revient, et donc on arrive à être assez efficient en fait dans la création de liquidité en faisant quand même travailler un peu plus l'argent que s'il était seulement gardé en cash. Donc voilà, on arrive à trouver un bon équilibre. Et puis l'important, c'est aussi la performance dans la durée. C'est aussi des investissements de long terme. Et donc pour nous, vous parliez de la question de la discipline. Nous, on a maintenant 5-6 ans d'expérience sur cette ouverture justement à des investisseurs particuliers. Et c'est vrai qu'on a quand même identifié un certain nombre de facteurs clés de succès. Le premier, d'abord, je crois que c'est d'avoir la taille. Parce que si vous voulez donner une vraie qualité de gestion institutionnelle à des investisseurs privés, vous devez être capable d'absorber les flux. C'est différent d'un fonds fermé où vous levez pendant 2-3 ans, vous savez ce que vous levez, vous investissez. Là, vous avez des flux qui rentrent tous les mois. Et l'enjeu, c'est de les mettre au travail de façon disciplinée et garder la même sélectivité. Donc ça, vous pouvez le faire que si vous avez une plateforme large qui vous permet d'investir très régulièrement. Je vous donne un exemple. Chez Infranity, on investit environ 2 à 3 milliards par an dans le marché. Donc, on peut absorber des flux tous les mois qui nous permettent d'exposer nos clients. Bien sûr. L'accès, la taille des fonds eux-mêmes, et là, je dirais l'accès justement au site capital avec notre modèle assurantiel, il est très important parce que pour faire rentrer les investisseurs privés, en général, on aime que le fonds soit déjà un peu constitué, qu'il y ait déjà un peu de taille pour pas absorber la courbe en J totalement. Et puis, être capable de donner de la diversification, ce qui est aussi la résilience de la stratégie. Donc ça, c'est quand même très important, être capable de garder ce niveau de sélectivité et de diversification. Et pour vous donner des ordres de grandeur, le fonds qu'on a ouvert aux épargnants français a collecté 1 milliard quasiment en NAV. Donc on voit le succès de cette classe d'actifs quand on a les bons ingrédients. Si on parle investissement, justement, là, Gilles, et déploiement des
d'investissement. Donc, quand on est positionné sur de la dette privée ou du private equity dédié aux infrastructures, vous dites, c'est des segments qui connaissent la plus forte croissance aujourd'hui dans l'univers des actifs privés, couplé à l'enthousiasme pour l'IA, qui est aussi un marché d'infrastructure aujourd'hui. Gilles, est-ce qu'il y a déjà un risque de surchauffe? En tout cas, est-ce que ça appelle une vigilance particulière aujourd'hui pour des gestionnaires d'actifs comme vous? Ouais. Écoutez, il y a deux secteurs qui tirent le marché depuis quelques années. C'est d'une part le secteur de l'énergie et d'autre part le secteur des infrastructures digitales. Ce sont des marchés très profonds. Si on commence par le secteur de l'énergie, je crois que les événements de ces dernières semaines nous rappellent clairement que l'énergie reste au cœur des enjeux de ce monde. Le Venezuela, sans le pétrole, c'est pas la même histoire. Et donc, nous, chez Infranity, on n'investit pas dans le pétrole, on investit dans la transition énergétique, mais on croit fondamentalement que c'est le bon moyen, au-delà des enjeux écologiques, de répondre à des enjeux de souveraineté, de sécurité énergétique, parce que, clairement, en Europe, on est pauvre en énergie conventionnelle, donc c'est assez clair que les énergies renouvelables et le nucléaire ont leur rôle à jouer. Mais même aux États-Unis, où il y a beaucoup plus d'énergie conventionnelle, et puis il y a cette idéologie de l'administration Trump, ils sont assez pragmatiques, les Américains. Ils ont besoin aujourd'hui d'installer beaucoup plus de capacités électriques, parce qu'il y a l'électrification des usages, il y a les data centers qui consomment, et donc clairement, ils continuent d'investir et d'installer massivement des énergies renouvelables. Par contre, il faut être sélectif dans ce secteur. C'est important aujourd'hui, selon nous, d'investir dans des développeurs d'énergie renouvelable qui diversifient leurs technologies, qui ont de l'éolien, qui ont du solaire, et qui aussi couplent ça avec des batteries pour stocker l'électricité, parce qu'aujourd'hui, c'est important pour être mieux armé dans un contexte où la pénétration des renouvelables crée de la volatilité dans les réseaux, dans les prix d'électricité, et donc ça, il faut être assez sélectif sur ces marchés. Et puis le deuxième secteur, l'infradigital, où là, on parle de surchauffe. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est vrai que l'IA crée une vague d'investissement sans précédent. Et aujourd'hui, c'est surtout aux États-Unis que ça se passe, si on est clair, parce que on est dans cette phase de l'IA où c'est vrai qu'il faut des puces, mais il faut aussi des infrastructures, au premier rang desquelles les centres de données. Et aujourd'hui, on est dans cette phase de l'IA où on a besoin d'entraîner ces LLM, ces Large Language Models, et on a besoin d'infrastructures dédiées, très puissantes, qui sont essentiellement aujourd'hui construites aux États-Unis. Dans 20 secondes, Gilles. Nous, on a pris une approche pragmatique. On n'a pas pris trop d'exposition à ces infrastructures dédiées. Par contre, il y a une deuxième phase qui va arriver, qui est la phase de l'utilisation de ces langages. Et donc ça va demander des data centers un peu partout, y compris en Europe, plus proches des utilisateurs. Et là, on aura des opportunités intéressantes en Europe. Merci beaucoup Gilles. Merci d'être venu évoquer pour nous les enjeux de ces marchés d'infrastructures. Gilles Languen, cofondateur et managing partner d'Infranity.